Cynthia, salut. Donc c'est une teinture rouge. Il n'y en a pas beaucoup en fait des teintures rouges. Et qu'on avait fait la bêtise d'utiliser pour les pantalons de l'armée. Et les pantalons étaient rouges, donc on les repérait dans la colline et c'était une véritable catastrophe. Regarde ce beau rouge que ça fait. Et donc la capitale mondiale, on peut dire, de la Garance, c'était l'île sur la Sorgue dans le Vaucluse, jusque dans les années 60, jusqu'à temps que les pigments naturels soient remplacés par la chimie, voilà, qui a remplacé. Là, il y a une cuve indigo. Donc là, je viens de teindre un petit morceau en bleu et je vais voir l'indigo. Pareil, c'est une plante, l'Indigofera tinctoria. Ça paraît incroyable. On fait des coques et après on le réduit en poudre, mais c'est insoluble en fait sur les fibres textiles. Donc les hommes ont trouvé un subterfuge pour pouvoir faire en sorte que le tissu absorbe le pigment, l'indirubine. On a trouvé quelque chose de génial. Donc on pile l'indigo avec un mortier, mais d'une manière extrêmement fine. Plus l'indigo est fin, plus la qualité de la teinture sera belle. Donc, dans un premier temps, il y a 3 parts. Il y a une part d'indigo, 2 parts de sulfate de fer. Et la 3e part, c'est la chaux éteinte. Pourquoi le sulfate de fer? Pour mettre l'indigo dans un milieu acide et la chaux dans un milieu basique. On lui redonne le milieu basique. Donc c'est un équilibre. Vous voyez ici, vous avez des petites bulles. Voilà, alors quand la cuve est réussie, c'est l'indirubine, donc ce qui caractérise le pigment de l'indigo, qui fait des petites bulles. Ça veut dire que la teinture est réussie. Alors je vais vous montrer, qui n'a pas besoin de mordinçage pour pouvoir être imprimé, pour pouvoir teindre le tissu. Notre petit carré d'indigo qui est teint. Voilà. Ouais, c'est un peu magique, hein. C'est un peu comme les photos quand on... Alors bien évidemment, si vous voulez un violet, le bleu, vous pouvez le tremper dans le rouge, Garance, et vous pouvez le tremper dans le jaune de Gaude. Ça, par exemple, c'est du jaune de Gaude, le réséda des teinturiers, et vous allez avoir un vert. Ah oui, on peut faire des mélanges de couleurs comme... Mais surtout, et le jaune, vous pouvez le mélanger avec la Garance et vous aurez un orange plein de vitalité, plein de force. Voilà. Un nuancier, toutes les couleurs. On a déjà le bleu, le rouge et le jaune. Mais les 3 couleurs primaires permettent l'infini. Voilà. Et les teinturiers, dans le temps, ils avaient un cahier des charges, hein, parce que vraiment, c'était presque d'ordre royal, c'était extrêmement codifié, c'était même sanctionné. On ne pouvait pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Et donc, les teinturiers avaient des registres dans lesquels ils notaient absolument... parce que des fois, on trouve quelque chose, on fait un heureux mariage, mais on l'oublie. On dit, oh, je m'en souviendrai. Mais on en fait tellement de manipulations qu'à un moment donné, on ne va plus se rappeler. Et donc, c'est très important de noter, on avait dit, la poudre d'indigo, le sulfate de fer et la chaux. Mais les couleurs, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut trouver un subterfuge, là encore, pour que les pigments attrapent les fibres du tissu. Et là, les techniques traditionnelles, c'est l'allunage du tissu, ça c'est vraiment ce qui s'est toujours pratiqué, avec des cristaux de soude. On peut utiliser aussi la lessive Saint-Marc et du vinaigre. Et on laisse tremper minimum 3 heures jusqu'à une nuit entière en brassant les tissus. Et en général, les teinturiers, ils préparaient le mordant sur leur tissu et ils les stockaient dans les armoires. Parce que c'est évident que quand ils avaient une commande, ils ne pouvaient pas mordancer le tissu au moment de faire la commande. Il fallait que les mordants soient déjà appliqués sur les tissus. Donc on mordance les tissus, on les stocke, et quand on a besoin de faire des teintures, eh bien, on s'en sert. Et maintenant, il y a une nouvelle technique qui s'impose.
En fait, on a retrouvé des techniques anciennes. Donc ça, c'est un tissu qui a été mordancé avec du Simplocos. Le Simplocos, c'est un arbre qui pousse dans les régions d'Indonésie. Et on va dire que c'est moins toxique pour la nature, si on se doit de respecter l'environnement, que la lin et les cristaux de soude, qui sont le moindre mal par rapport à l'industrie chimique de la teinture, qui par millions de tonnes déverse dans nos fleuves et dans nos rivières les restes de l'industrie de la chimie qui sévit dans le monde entier. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un éco-mordant. Et pareil, on doit trouver un subterfuge. Donc là, c'est une manipulation qui est peut-être un peu plus longue, mais moi je trouve qu'elle vaut le coup. C'est de l'huile de ricin. Alors on va faire une préparation, tout ça c'est une chimie, c'est savante, où il faut respecter les doses, c'est comme un atelier de chimie. Donc on va d'abord donner du ricin au tissu, on fait un trempage, on monte en température douce, et ensuite on va laisser sécher et mettre un bain de Simplocos. Et on peut engaler aussi les tissus, mais là c'est encore une autre technique pour aller vers le fer. Voilà. Donc on va finir avec cette technique des couleurs. Une fois que vous avez mordancé vos tissus, vous le laissez sécher. Et pareil, vous pouvez prélever quand vous avez besoin, vous avez vos commandes, vous pouvez prélever le tissu qui a été mordancé et stocké dans des armoires. Donc, on a parlé de l'indigo, pas besoin de mordant, on a parlé des couleurs et maintenant on peut parler du fer. Et en fait, on va s'en servir comme d'une peinture. Moi, je peins à la rouille, vous voyez là-bas la roue. Donc, ça fait une teinte rousse. Absolument. Vous la laissez sécher et une fois qu'elle est sèche, vous la potassez, c'est-à-dire vous mettez de la cendre dans une casserole pour, disons, enlever le milieu acide. Toujours, hein, le monde c'est milieu acide, milieu basique, comme nous. Hein. Les individus, nous fonctionnons exactement de la même manière. Donc on va lui mettre un bain de potasse pour redonner un milieu basique alcalin, si vous voulez, avec la potasse. Une fois que c'est fait, on va prendre un savon de Marseille qui va huiler. Il y a toujours des histoires de gras aussi, parce que c'est pas de la soie ni de la laine. La soie est protéinée. Et la laine aussi, la protéine animale. Le coton, c'est le plus difficile à teindre. Une fois que vous avez compris la teinture du coton, vous êtes sauvé. Vous pouvez tout teindre. Donc pour revenir au fer, une fois qu'on a donc passé la rouille, la soupe de clou, on laisse sécher, on potasse et on lave au savon de Marseille et puis on redonne ce petit côté gras qui va aider le tissu. Et ensuite la magie fait que dans la nature il y a des choses extraordinaires. Vous avez des plantes, ce qu'on appelle tanniques. La grenade, l'écorce de grenade en fait partie. Elle teint en jaune, mais une fois que vous faites un bain avec du fer, elle vire dans les gris. Ah ouais, elle change de couleur. Elle change de couleur. C'est magique, c'est vraiment quelque chose qui est... vous avez le sumac. Le sumac teint en jaune, mais au moment où vous lui mettez du fer, il va basculer dans les gris, il y a des dégradés absolument étonnants. Voilà, on a fait à peu près la revue de ce que c'est que le monde des teintures végétales, qui est un monde vaste et passionnant. Vraiment, c'est passionnel. Il y a une charte des plantes, c'est-à-dire on ne peut pas cueillir n'importe comment, n'importe où et n'importe quoi. Donc il y a des plantes qui ont été tellement arrachées, tellement utilisées qu'il y a des chartes qui les interdisent, comme l'orcanette par exemple, qui est une jolie petite plante qui pousse dans les bords méditerranéens, dans les terrains sablonneux, qui fait une petite fleur et qui fait un violet absolument étonnant. Mais ça c'est interdit de le cueillir, sauf si vous faites des plantations. Voilà. Exactement. Et là j'ai cueilli ce bouquet ce matin pour montrer que dans notre environnement proche, vous avez le genêt des teinturiers qui teint, vous avez le sumac, le fameux sumac qui donne le fusté, il y en a deux de sumac, et puis vous avez, il doit être caché là, vous avez le cerisier, voilà, il est là, le cerisier qui donne aussi voilà, il est là.
le cerisier donne un très beau jaune. Les feuilles. Les feuilles. Alors, vous avez le cerisier et le mûrier. Alors, le mûrier, il est là. Le mûrier, ce qu'on appelle le bois jaune, c'est le bois qu'on va... et les feuilles. Et ça donne aussi du jaune. Et les teinturiers, quand ils se servent de couleurs qui ne sont pas vraiment intenses, comme peuvent l'être les fleurs de Sophora en jaune, ils vont se servir de plantes qui ont une intensité, une tonalité plus douce, comme pied. On appelle ça en jargon technique. Le teinturier va teindre un pied de cerisier, par exemple, et il va aller vers l'indigo pour avoir un vert, mais qui va être spécial. Et c'est là où le travail du nuancier est important, parce que autant de plantes teignent, autant vous avez de pieds qui vont vous amener vers d'autres couleurs. Mais c'est à l'infini. Moi j'ai rempli des cahiers de nuanciers, je ne m'arrête pas tellement, il y en a. Et dans cette, dans cette subtilité qu'on ne trouve plus dans les anilines qui sont des teintes chimiques, qui a été teint donc à la grenade. Et comme le fond avait été passé au fer, vous voyez, le fond il a viré au gris. Le fer repasser? Non, la soupe de clous. Pour faire. La soupe de clous, voilà. Et là j'ai eu le bonheur de rebroder des pierres fines, donc des perles de culture, grenat et améthyste, etc. Ce sont les paysannes qui brodent les tissus. Ça c'est rien, c'est un petit travail, mais vous imaginez, ce sont des gardiennes de moutons. Hein, ce sont des femmes qui travaillent courbées dans les rizières, et le soir elles rentrent chez elles et elles travaillent la broderie. C'est la spécificité de la région de Calcutta. Il y a 8000 brodeuses. Et malheureusement, les teintures végétales ont été oubliées. Et donc j'ai été appelée par le gouverneur du Bengale pour pouvoir travailler avec ces femmes, avec mes techniques japonaises, c'est-à-dire comment faire du motif. Regardez ça. Donc avec ces techniques de pliage, et ça a été rebrodé par-dessus. Rebrodé par-dessus. Voilà. Et ça c'est, comme ils disent pomegranate, c'est la grenade qui a été légèrement trempée dans l'indigo. Légèrement. Voilà. Comment vous dites là, le pliage, parce que vous avez... Non. Vous avez plié, vous voyez, sur la tranche comme ça. Oui. Voilà, le principe c'est ça. Ah voilà. Voilà, vous pliez. C'est les Japonais qui ont mis ces techniques en place. Voilà. Et vous dessinez votre motif sur une tranche, une seule tranche. Et ensuite vous tirez. Là c'est rebrodé, mais avant d'en arriver là, je fais un motif qui est brodé, serré, et ensuite trempé dans le bain de teinture. Et vous dépiquez. Et ensuite ça a été rebrodé, une fois que le travail a été fait. J'ai fait une intervention tout à l'heure pour montrer. Bonjour. Et une fois que vous avez plié, vous mettez deux planchettes, une sur le dessus, une sur le dessous, et vous trempez dans la teinture. Et il ne prend que ce qui veut bien s'insérer dans... C'est pour ça que ça fait quelque chose d'irrégulier. C'est extraordinaire, parce que ça prend comme ça prend. Et ensuite les femmes vont rebroder les tissus. Oui, oui. Voilà. Toujours à la main. Avec magnificence. Et le fil végétal.